20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est l'heure de la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Réchauffement du front social, les travailleurs des collectivités locales en sit-in à la mairie de Grand Yoff lancent l'opération Nibi. À Thiès, les agents de santé protestent contre les coupures d'électricité au niveau des postes de santé du département de Thiès. Des effectifs de 80 élèves dans les salles de classe, une mesure du ministre de l'Éducation impopulaire dans les établissements scolaires. Au lycée de Ouakam et Galandou Diouf, les professeurs soutiennent que la qualité de l'enseignement va en prendre un sacré coup. La journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée ce mercredi. La présidence de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption plaide pour un budget suffisant et des ressources propres pour une lutte beaucoup plus efficace. Et puis CAN U23, les Lions du Sénégal ratent la qualification pour la finale, mais restent en lice pour une qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les travailleurs des collectivités locales de la mairie de Grand Yoff lancent l'opération Nibi lors d'un sit-in tenu ce matin. Sidi Ndiaye et ses pairs demandent à retourner sous la tutelle de la ville de Dakar car selon eux, ils ne perçoivent plus de salaire et ne bénéficient d'aucune couverture maladie. Fatima Ba et Mohamed Dien les ont rencontrés. Reportage. Du nouveau, dans le combat des travailleurs des collectivités locales, l'opération Nibi est lancée. Sidi Ndiaye et compagnie exigent le redéploiement à la ville de Dakar. Ces 2 semaines, tous ceux qui ne sont pas payés ne vont pas travailler. Nous allons continuer la mobilisation, la sensibilisation et c'est une perche d'ailleurs que nous tendons aux autorités pour qu'ils la saisissent. Parce que véritablement, nous ne sommes plus en phase de négociation ou de discussion. Tout ce que nous devons faire, nous l'avons fait. Nous sommes dans une phase pratique de mise en œuvre. Que l'État débloque l'argent et renfloue les caisses des communes et que les communes payent les travailleurs. Les travailleurs viennent de lancer une opération retour au bercail. C'est-à-dire que ce que nous voulons, que nous retournons là où nous venons. Parce que nous dénonçons l'arrêté du préfet qui a procédé à cet acte maléfique qui nous a mis dans les communes qui ne peuvent pas de toute manière nous payer. Vous avez lancé une opération Nibi ? Opération Nibi qui a été lancée depuis hier, c'est-à-dire retour au bercail. Après Fan, c'est au tour de la commune de Grand Dakar d'accueillir ces travailleurs. Ces derniers, très remontés, listent leurs doléances, des problèmes causés par l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons près de 3 agents qui sont décédés. Malheureusement, 3 de nos collègues sont décédés, faute de couverture médicale. Parce que les travailleurs qui étaient à la ville de Dakar, qui ont été redéployés dans les communes, n'ont pas de couverture médicale. C'est très grave. Aujourd'hui, nous, les travailleurs, nous sommes en enfer. On n'a jamais connu de retard de salaire. Nous sommes aujourd'hui à des arriérés. C'est inacceptable. On a l'impression qu'il y a un amateurisme, une inconscience, véritablement, qu'on ne peut pas décrire, de la part des autorités qui nous entendent. L'adjointe au maire de Grand Dakar, très attentive aux problèmes des travailleurs, interpelle les autorités étatiques. Depuis le début de l'année, avec notre budget qui était une prévision de 500 millions, malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive même pas à recouvrer 300 millions, alors qu'au niveau du centre de santé, on est obligé de payer avec le personnel qui est recouvré tous les mois 13 millions sans les charges de retraite ou de congé. Donc vous voyez que c'est difficile. Mais n'empêche, on est de tout cœur aujourd'hui avec les travailleurs parce que c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui travaillent et donc qui méritent un salaire tous les mois. Nous appelons l'État qui reprenne donc ce personnel ou qui redéploie encore ce personnel au niveau de la ville de Dakar parce que nous n'avons pas les moyens. Une série de manifestations est prévue et si rien n'est fait, une paralysie totale des communes de Fan, Point E, Grand Dakar, Ngor et Padoua n'est pas exclue. À Thiès, pour protester contre les coupures d'électricité dans les centres de santé, des infirmières et des agents de santé ont tenu un sit-in au district sanitaire de la ville. Ils s'insurgent également contre les autorités sur le retard de paiement des indemnités et heures supplémentaires. Plus de détails avec cette correspondance signée Seila Tir et Charanta Diop. Tout de rouge vêtus, les blouses blanches désertent les postes de santé et se retrouvent au district sanitaire de Thiès. Pour un sit-in, ils protestent contre les coupures d'électricité opérées dans plusieurs postes de santé de Thiès. Les charges d'électricité et d'eau ne peuvent pas être réglées par les structures sanitaires.
Ça, au moins, c'est une vérité. Si nécessairement il faut payer, c'est l'État qui paye, qui doit continuer à payer. Sinon, il ne peut pas y avoir de travail dans les structures. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les structures sont lourdement dépendantes de l'électricité et de l'eau. S'il n'y a pas d'électricité et d'eau, il ne peut pas y avoir de travail. Ces agents de santé très remontés contre les autorités ont également posé sur la table la doléance liée au paiement des indemnités et heures supplémentaires. Les heures supplémentaires du secteur ne sont jamais payées à temps. Ou bien ne sont même pas payées. On nous renvoie à l'année suivante ou bien parfois même c'est complètement sectionné qu'il nous reste que des miettes au niveau du secteur de Thiès. Les motivations étatiques, on n'en parle même pas. Ça devait être payé au bout de 3 mois. Parfois, ça fait 4 mois, 5 mois pour qu'on puisse les recevoir. Ils se disent préoccupés par cette situation qui, si rien n'est fait, risque de paralyser le système sanitaire à Thiès. Je vous le disais en sommaire, la décision du ministère de l'Éducation nationale d'exiger des effectifs de 80 élèves par classe pas bien accueillis dans les établissements scolaires. Des effectifs qui sont des professeurs des lycées Ouakam et Galandou Diouf ne peuvent garantir un enseignement de qualité. Selon eux, la solution serait de construire plus de salles de classe dans les écoles. Reportage de Fatidien et Moudou Diop. Entre tableau et craie, il vit sa passion pour l'histoire et la géographie. Ce matin, M. Diaw dispense un cours sur le tremblement de terre. La concentration est de mise, l'ambiance conviviale. La salle est aérée avec un effectif de moins de 40 élèves. Sur donc, la liste nominative de la classe, je crois qu'il y a 37 élèves. Donc actuellement, c'est 37 élèves qui sont inscrits. L'effectif n'est pas pléthorique. Et je pense que c'est les conditions normales et même les conditions optimales pour bien dérouler ces enseignements-apprentissages. On est confronté à des effectifs assez plus ou moins élevés. Mais ici au lycée de Ouakam, on touche du bois. En fait, nos effectifs tournent autour de 30, ça aussi entre 30 et 50. La constitution des classes avec des effectifs de 80 élèves de la CI à la terminale, une décision du ministre de l'Éducation nationale selon le SAEMS-CUSEMS, une nouvelle pas du tout appréciée par ce professeur d'histoire et de géographie. 80 élèves dans ces genres de classes, ce n'est pas possible d'abord, premièrement. Et dans les classes où 80 élèves seront possibles, donc on ne parlerait pas de salle de classe, mais on parlerait plutôt d'amphithéâtre. Imaginez qu'on se retrouve dans une classe de 80 élèves, alors qu'on veut avoir la qualité dans nos enseignements-apprentissages. Je pense personnellement que ce n'est pas une bonne décision. Si déjà dans une classe, vous parvenez à avoir un effectif de 80, et là les élèves sont obligés de se mettre par 4 ou bien par 3. Et là déjà si vous voulez avoir un enseignement de qualité, ça c'est pas du tout pédagogique. Les élèves sont de plus en plus jeunes. Les élèves étant ce qu'ils sont plutôt, gérer des enfants au nombre de 80 dans une salle, n'est-ce pas, c'est pas facile du tout. Déjà ici, nous, avec 50 élèves, c'est un peu difficile à gérer parce que tout le temps, il y a des petits problèmes, etc. Mais bon, je pense que 80 quand même, c'est un peu difficile à gérer. Dans sa carrière de près de 2 décennies, l'actuel censeur du lycée de Ouakam n'a jamais eu de classe avec un effectif de plus de 60 élèves. J'ai fait 17 ans dans les salles. J'ai eu à gérer des classes des effectifs de 60. J'ai de 60. Et puis dans le secondaire, des terminales qui allaient jusqu'à 60, des premières de 60, des secondes de 60. Mais on arrive à gérer ces effectifs. Les professeurs rencontrés proposent plus de salles de classe et des mesures d'accompagnement pour un enseignement de qualité au Sénégal. Fatih Dieng, le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants, joue toujours la carte de l'apaisement suite aux divergences qui secouent la structure. Toutefois, Awawad rejette les accusations de ses camarades dissidents qui lui reprochent une gestion solitaire de l'UDEN et le tripatouillage des textes. Le bureau exécutif national de l'UDEN était en conférence de presse cet après-midi, compte rendu avec Ibrahima Kanedia Faraba. Accusé par certains de ses camarades d'une gestion solitaire et de tripatouillage des textes de l'UDEN, Awawad nie en bloc des allégations fallacieuses pour le secrétaire général du dit syndicat. Les camarades se trompent.
la majorité de la CA a rejeté l'idée de congrès extraordinaire pour débarquer l'ASG. Je crois que c'est un argument fallacieux. Dire à quelqu'un, vous faites une gestion solitaire, donc nous allons aller en congrès extraordinaire, je crois que c'est cousu de fil blanc. Hein? Bon, il va falloir retourner et leur demander quelles sont les raisons qui disent que qui justifient cette gestion solitaire. Je n'ai pas déposé de texte au niveau du ministère de l'Intérieur. Par contre, j'ai déposé des textes à la banque. Après avoir travaillé au niveau du secrétariat. Ses camarades dissidents se disent déterminés à la destituer de son poste, faute de quoi, disent-ils, ils mettront sur pied un autre syndicat. Une démarche regrettable pour Awawad qui joue la carte de l'apaisement. Une seule personne qui quitte le syndicat fragilise le syndicat. Mais je crois que les camarades sont assez déterminés quand même pour continuer le travail puisque l'UDEN est venu de loin. Nous leur tendons la main et leur demandons de travailler pour le triomphe de notre syndicat. Nous leur demandons d'attendre le prochain congrès pour briguer le suffrage des enseignants s'ils le veulent. L'UDEN dépassera-t-elle les remous notés en son sein? Difficile d'y répondre pour le moment, mais une chose est sûre, la structure risque de se fragiliser si jamais les dissidents créent une structure parallèle. Ibrahim Akan, nous parlons de toute autre chose. La journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée ce mercredi. La présidente de l'OFNAC qualifie le fléau d'entrave au développement économique. Pour combattre la corruption, Nafingom Keïta a plaidé pour un budget plus élevé. Elle a également indiqué que le rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption sera publié ce mois de décembre. Mambiram Diouf et Tierno Loramendi. La corruption est dans le secteur public, mais elle est aussi présente dans le privé. Quelle alliance publique-privée pour combattre ce fléau universel? Au centre de cette journée, elle préconise de nouveaux instruments et mécanismes. De façon générale, si au niveau du public, du secteur public, il y a des corrompus, c'est qu'également de l'autre côté, du secteur privé en général et du privé en général, il y a des corrupteurs certainement. C'est la raison pour laquelle l'OFNAC a compris très tôt que la lutte contre la fraude et la corruption doit se faire dans le cadre d'une démarche inclusive. Les évaluations faites après des études pointues montrent que 1% du PIB mondial part dans le cadre de la corruption en pot de main haute et dans les pays sous-développés, c'est 3%. Ce sont des dizaines de milliards de dollars qui auraient pu être investis dans des routes, des ponts, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la création d'emplois. À son actif, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a enregistré des centaines de plaintes. La publication de son rapport ne va pas tarder. Inch'Allah, d'ici le 22 décembre, je vais remettre le rapport public de l'OFNAC au chef de l'État qui a la primeur de l'information et conformément à la loi, je vais le diffuser par tous les moyens. Qui dit lutter contre la corruption, une menace pour la démocratie et l'état de droit, dit les moyens suffisants pour efficacement la combattre. À cet effet, un budget conséquent et des ressources propres, c'est ce que veut la présidente de l'OFNAC. Nous allons discuter avec le gouvernement pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait améliorer la dotation pour permettre à l'OFNAC de recruter plus d'enquêteurs, plus d'investigateurs. Donc c'est un budget qui est bien, puisque estimé pour cette année 2016, c'est 1,399 milliard. Aujourd'hui, le défi, le plus grand défi de l'OFNAC, c'est de disposer de moyens propres, de ressources propres. Ces ressources propres, nous pouvons les avoir si l'État accepte, par exemple, de nous donner un pourcentage de l'argent qui sera recouvré dans le cadre des missions que nous allons diligenter. L'amélioration des investissements publics-privés et les services rendus aux usagers nécessite une conjugaison des efforts au-delà des déclarations. La charia pour lutter contre la corruption au Sénégal, une stratégie envisageable selon la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Nafingom Keïta, qui se dit séduite par l'exemple saoudien en la matière, souhaite un partage de l'expérience. Je propose de l'écouter, elle est toujours interrogée par Mambiram Diouf. Et saluer la déclaration du Khalife général des Mourides. Franchement, moi je suis honorée et je suis très contente de cette déclaration qui est une déclaration historique, une déclaration extrêmement importante, une déclaration révolutionnaire. La corruption, on n'en parle pas beaucoup,
et il faut qu'on en parle. Et qui doit en parler? Nous devons tous en parler, mais quand la parole vient d'un guide religieux de la dimension de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, c'est très important. Moi, je voudrais proposer une autre stratégie de lutte contre la corruption. Je suis allée en Arabie Saoudite rencontrer la commission saoudienne de lutte contre la corruption, qui est une très grande institution où il y a 450 personnes qui sont dédiées à la lutte contre la corruption. Et toute la stratégie est basée sur la charia. Puisque les valeurs de l'islam, je suis allée leur dire, moi, sénégalaise, musulmane sénégalaise, que je veux travailler avec vous pour montrer à la face du monde que l'islam, ce n'est pas la violence, mais c'est plutôt des valeurs positives qui sont aussi les valeurs de la société démocratique. Tambacounda, 2 bandits encagoulés armés de fusils et de bâtons ont fait irruption dans la boutique de Mamadou Saliou Diallo, âgé de 30 ans. Face au refus de sortir l'argent, les bandits l'ont criblé de balles dans son ventre au centre hospitalier régional où nous l'avons trouvé. Déjà, un étui qui contenait plus d'une dizaine de plombs a été extrait du ventre de la victime, Léa. Et puis après Tambacounda, Chertidiane, direction Kolda, où de nombreux cas de vol en série sont constatés. Plusieurs sites dont des établissements scolaires ont reçu la visite de malfrats qui ont emporté beaucoup de bagages. Abdoulaye Diallo. Des cas de vol en série ont lieu dans plusieurs sites de la commune de Kolda, dont les établissements scolaires et aussi ce salon de coiffure qui n'a pas été épargné par les malfrats. Quand je suis venu le matin, j'ai trouvé mon apprenti arrêté en face du salon et il m'a dit qu'on lui a demandé d'attendre que je vienne avant d'ouvrir la porte. C'est ainsi que je lui ai demandé d'ouvrir la porte comme le coup est déjà parti. Quand nous avons ouvert les portes, nous avons constaté qu'ils ont emporté tout ce dont ils pouvaient emporter avec eux. Toutes les mèches avec lesquelles je comptais préparer les fêtes de fin d'année, même la bonbonne de gaz, des rideaux, des rallonges, le téléviseur et le poste radio, ils ont tout pris. Tout bagage qu'ils ont pu faire passer par la petite fenêtre là où ils sont passés, ils ont tout emporté. À l'école élémentaire Ousmane Senghor, les malfrats sont partis avec plus de 600 000 francs CFA. Le butin qu'ils ont emporté avec eux est composé de cahiers, diverses fournitures scolaires et de l'argent. Selon Madame Sek, une enseignante du dit établissement, les voleurs ont d'abord cassé une fenêtre du bâtiment avant de s'introduire à l'intérieur du magasin. Idem pour l'école élémentaire Hillel où également c'est une valeur de plus de 500 000 francs que des bandits ont emporté avec eux. Le troisième cas a eu lieu à l'école élémentaire Sikilo Nord où les malfrats ont d'abord cassé le cadenas de la porte du bureau du directeur avant d'avoir accès aux bagages qui y étaient, des cahiers, des manuels, des matériaux de géométrie et diverses fournitures scolaires, soit une valeur de plus de 600 000 francs a été aussi emportée par les bandits. Ces cas de vol ont malheureusement eu lieu pendant la nuit et toutes ces écoles disposent de gardiens qui y travaillent pour le compte de la municipalité de Kolda. Retour à Dakar avec cette réunion ce matin à l'Osiwa entre des présidents de commissions électorales et des développeurs d'outils de gestion. Le thème de cette rencontre, la gestion des risques électoraux en Afrique de l'Ouest francophone. L'objectif est de réduire les risques de conflits et de violences électorales en Afrique de l'Ouest francophone. Compte rendu signé Alassane Ba et Modou Diop. 2 outils seront débattus au cours de cette rencontre. Objectif visé, comment réduire les risques de conflits et de violences en matière électorale. Il y a un qui a été élaboré par International IDEA, qui est une organisation internationale dont l'une des préoccupations principales, c'est l'amélioration de la qualité des élections. Et leur outil à eux permet par exemple à un organe de gestion des élections, lorsqu'on approche le moment des élections, d'aider à identifier les sources potentielles de risque et à prendre des mesures pour les réduire par rapport à toutes les phases du processus électoral. L'outil que Osiwa présente, qui s'appelle la Election Situation Room, est un outil plutôt utilisé par les organisations de la société civile, qui aide dans la phase de mise en œuvre du processus électoral. Le constat est là, une instabilité notée dans les calendriers concernant les élections locales dans différents pays d'Afrique, une situation anormale de l'avis de notre interlocuteur. Parce que dans nos pays, nous n'avons pas encore pris conscience de ce que la démocratie, son apprentissage se fait par la base. Et que la décentralisation n'est pas simplement, je dirais, quelque chose qu'on adopte juste par plaisir.
ça fait partie des outils qui doivent nous aider à l'enracinement de la démocratie chez nous. Et donc, la plupart des pays négligent les élections locales et considèrent que dès qu'il y a la moindre difficulté, on peut les reporter. Et je suis complètement d'accord avec vous que ce n'est pas normal parce que ce sont les élections qui devraient être considérées comme les plus importantes. Révision de constitution pour se maintenir au pouvoir, une pratique récurrente de certains de nos dirigeants, le SIWA condamne fermement. Chacun doit périodiquement jouer, n'est-ce pas, le rôle de gouvernant, mais après un temps, laisser la place à un autre pour le gérer. La deuxième raison fondamentale pour nous, c'est que tout le monde sait depuis des décennies que le pouvoir corrompt. Et plus vous durez au pouvoir, plus vous avez tendance à être corrompu. Et donc, laisser la même personne ou le même parti politique rester au pouvoir pendant longtemps accroît les risques, n'est-ce pas, de corruption du gouvernement. Ces différents acteurs sont constitués de présidents de commissions électorales, de développeurs des outils de gestion des risques liés aux élections et de fournisseurs d'assistance en matière électorale, à l'occurrence la CEDEAO, l'Union africaine, entre autres. Le thème de la journée est « Gestion des risques électoraux en Afrique de l'Ouest et francophone ». Et puis Amnesty International, à travers la campagne signée pour les droits humains, veut dénoncer les actes de torture et les atteintes aux droits humains en Afrique. Des victimes dont Abdoulaye Wingu, incarcéré puis tabassé à mort par la police. Pour soutenir ces personnes et suivre la campagne d'Amnesty International, depuis le 4 décembre, des milliers de courriers sont envoyés. Plus d'explications dans ce reportage signé Aïssatou Païfal et Diafaraba. SMS, lettres, courrier, fax, messages sur Twitter ou Facebook, une forme de soutien aux atteintes aux droits humains. La campagne d'Amnesty International, Marathon des lettres, un appel à la liberté et à la fin de l'impunité. Nous allons demander aux Sénégalais, aux Africains, à l'opinion internationale de se mobiliser pour demander au gouvernement d'arrêter les exactions, pour demander également aux responsables, aux dirigeants locaux de faire en sorte que les répressions qui s'exercent sur les militants de droits de l'homme, sur les personnes individuelles, sur les leaders d'opinion puissent s'arrêter. Une campagne qui porte ses fruits, selon le chargé de campagne. Qui ont mobilisé pour le cas de Dominique Lopi à Kolda, il nous a fallu 7 ans pour que justice soit faite, que les personnes, les policiers qui étaient impliqués soient libérés. Nous avons également les cas de jeunes filles au Nigeria qui avaient accès aux services de soins 4 jours par semaine. Grâce à notre mobilisation également, nous sommes parvenus à mettre la pression sur le gouvernement nigérian. Sans doute raison pour laquelle ce père de famille s'appuie sur ce concept « Écrire pour les droits humains » pour voir un jour la vérité triompher. Urgent pour que l'Amnesty puisse porter un coup de puce. Puisque je suis un homme sans force. Parce que si j'avais une force telle, alors je l'ai usée depuis longtemps. Mais je veux que ma force soit légale. Abdoulaye Wade Wingu, mort en détention en 2010, Fred et Yves de la République démocratique du Congo, Walid Abou Al-Khair, avocats spécialistes des droits humains, victimes eux aussi de leurs opinions, à en croire le rapport annuel 2014 d'Amnesty International, près de 3/4 des États, 119 sur les 160 couverts, restreindrait la liberté d'expression, et ce, de façon arbitraire. Et puis, Gamou annuel de Cheikh Gaïdello Boromdan, le CRD pour les préparatifs s'est tenu ce mercredi. Présidé par le préfet Alioune Badara Samb, il s'est tenu à la préfecture. Le chef religieux Cheikh Gaïdello a insisté sur les difficultés rencontrées lors des précédentes éditions, comme l'approvisionnement en eau insuffisant pour satisfaire le nombre important de pèlerins. Retour sur ce CRD, c'est avec Charanta Diop et Saïla Tir. Le marabout Cheikh Gaïdello Boromdam a mobilisé tous ses djawrines, son comité d'organisation, pour se pencher sur les préparatifs du Gamou annuel de Bagdad. Devant le préfet du département et les différents chefs de service, toutes les difficultés liées à l'organisation du Gamou ont été passées en revue. Des problèmes qui sont surtout liés à l'approvisionnement en eau potable, des problèmes liés à la prise en charge médicale des pèlerins. Le marabout Cheikh Gaïdello a appelé les
autorités administratives à une prise en charge de toutes ces doléances. Le préfet Alioune Badara Samb estime que tous les chefs de service seront mobilisés et que toutes les dispositions seront prises pour régler tous les problèmes. C'est un coup d'envoi qui est donné, c'est des ambitions qui sont déclinées. L'essentiel, c'est que nous soyons mobilisés, comme je l'ai dit à chaque fois que de besoin. Il est important que lorsqu'une cérémonie draine des milliers de citoyens sénégalais, que l'État soit là. C'est d'abord la première mission de l'État que de porter assistance et appui à des citoyens qui viennent pour une manifestation quelconque. Fort heureusement, lorsqu'il s'agit d'une manifestation religieuse, au Sénégal c'est un pays à l'écrasante majorité de croyants, que ce soit des musulmans ou des catholiques, il est de notre devoir quand même de nous engager. Et je voudrais insister, instruire l'ensemble des chefs de services déconcentrés qui sont là pour qu'une attention particulière soit donnée à ce magal. Rien ne sera plus comme avant, dira le préfet. Tous les manquements seront corrigés avant le Mawlud. L'actualité internationale, ce sont les pluies diluviennes qui ont fait une trentaine de morts à Kinshasa, l'éviction de François Bozizé de la prochaine présidentielle en Centrafrique. Mais d'abord, les derniers développements de l'affaire Soro-Guillaume, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Guillaume Soro n'est plus visé par un mandat d'amener en France. C'est ce qu'ont assuré mardi ses avocats dans un communiqué. Les documents attestant du caractère officiel de la présence de Soro sur le territoire français à l'occasion de la COP21 ont été fournis à la juge d'instruction qui avait délivré le mandat lundi, lit-on dans le communiqué. Guillaume Soro, parti représenter son pays à la COP21, bénéficie de l'immunité diplomatique. Cette affaire avait suscité la protestation des autorités d'Abidjan. Ce mandat d'amener viole complètement les accords de coopération, la Convention de Vienne et les traités pour les immunités, a affirmé le ministre ivoirien des Affaires étrangères avant de convoquer l'ambassadeur français. En Centrafrique, la liste des candidats validés par la Cour constitutionnelle a été dévoilée mardi. Ils sont 30 en lice pour la présidentielle. La candidature de François Bozizé a été rejetée au motif qu'il ne s'est pas inscrit sur les listes électorales. Et selon les accords de Libreville de 2013, il ne peut pas briguer un autre mandat. Ses partisans déçus et en colère en veulent notamment à la France qu'ils accusent d'avoir géré en coulisses l'éviction de François Bozizé. Des barricades ont été brièvement érigées et des tirs entendus durant quelques heures mardi à Bangui, après l'annonce du rejet de la candidature de l'ex-président centrafricain. Enfin, la République démocratique du Congo, où 31 personnes ont trouvé la mort en près de 3 semaines dans des inondations provoquées par une succession de pluies torrentielles à Kinshasa, des décès provoqués par l'écroulement des maisons, selon le ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa. Près de 20 000 familles se retrouvent sans abri. En moins de 3 semaines, il est tombé quelques 450 mm d'eau sur la capitale. CAN U23, beaucoup de regrets cet après-midi pour les Lions U23 éliminés par le Nigeria en but partout. Les Lions qui ratent donc la finale, qui vont se contenter de la 3e place. Mais ce sera sans doute entre le vaincu du match entre l'Algérie et l'équipe d'Afrique du Sud. Et pour le moment, Pape Faraning, ce sont les Algériens qui sont en pole position pour une place en finale. Certifiant, ce sont les Algériens qui mènent 2-0. Il reste pratiquement quelques secondes avant la fin de cette rencontre. À la 8e minute, de surprise générale, Ousmane Darfallou qui a marqué ce but, un lob sur le gardien de but. Et pourtant, les Sud-Africains réclamaient un Norgio. Mohamed Ben Hemassa a marqué à la 49e minute une frappe limpide. Donc l'Afrique Sud va rejoindre le Nigeria en finale. Pour vous dire que le Sénégal avait fait une bonne entame contre le Nigeria avec une occasion de Ismaïla Sarr à la 10e, captée par le gardien de même que Ibrahim Sori qui a été 13e et 35e Ismaïla Sarr.
poussé par le gardien, Cheikh Oudien obtient un penalty à la 45e. Ibrahim Sori Keita, sans conviction, rate le penalty. Ou bien c'est le gardien de but qui sort ce penalty. Donc à la 50e, le gardien nigérien aussi sauve les meubles devant. Seul le gardien Ismaël Sarr a encore raté. 42e minute. Première occasion nette des Nigérians. 72e minute, penalty et rouge. On peut dire que c'est Ousseynou Thioune et le gardien de but, Pape Seydou Ndiaye, mésentente. Donc Pape Seydou a eu la tête fracturée, donc de même que a cassé sa tête pour vous dire que la violence de l'action, mais le Etobo Peter a marqué à la 76e minute le but nigérian. Donc le Sénégal va jouer la 3e place contre l'Afrique du Sud le samedi à 16h. Après, ça sera la finale entre le Nigeria et l'Algérie. Pape Faraning, certainement vous avez suivi la conférence de presse d'après-match. Comment est-ce que l'entraîneur a expliqué cette défaite des Lions? J'entends mal, Sertigan. Allô? Oui, je dis Pape Farah, comment est-ce que l'entraîneur du Sénégal a expliqué cette défaite? Peut-être manque d'occasion et d'expérience. Les joueurs étaient un peu précipités. Pour eux, les joueurs avaient déjà la tête à Rio parce que le Sénégal a vu d'énormes occasions face seul au gardien. Et il fallait c'était plus facile de marquer que de rater ces occasions et un penalty raté. Mais le Nigeria a une seule occasion. C'est le Sénégal qui a donné cette occasion au Nigeria, qui a marqué sur le penalty. Le réalisme a joué l'expérience. Merci Pape Faraning, espérons que les Lions vont se racheter et atteindre l'objectif qui est de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ce sera contre l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci Chartidiane. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera 0h avec le tout en images. Mais en attendant, Chérif est déjà là pour la suite de la permanence.